Dean, le créateur. Hello les rocks, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre talk et nous espérons qu'il en est de même pour vous. Notre mission à la Rock Academy, comme vous le savez, est de démocratiser le savoir pour permettre à chacun de libérer son potentiel. Et s'il est bien un domaine dans lequel nous sommes souvent sous-informés, ce qui peut nous coûter très cher d'ailleurs, c'est bien le droit. Généralement, les questions juridiques peuvent paraître brumeuses ou alambiquées. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre hors de ces réalités puisque, en tant qu'entrepreneurs ou même en tant que citoyens lambda, nous ne sommes pas des îles. Nous appartenons à des ensembles qui possèdent des règles auxquelles nous devons nous conformer. Alors, comment se retrouver dans ce méli-mélo de lois, de textes, de procédures, bref, comment y voir plus clair, aussi bien dans le monde physique que dans le monde dit du digital qui est de plus en plus réglementé. C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui avec notre invité du jour. Monsieur Adjassa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous êtes juriste conseil et vous êtes également promoteur de l'application Liliane et des masters droit du numérique au Bénin. En effet. Alors, on sait que le secteur informel constitue une part importante de l'économie dans nos pays africains, ce qui constitue d'ailleurs un défi majeur pour les pouvoirs publics. En tant que juriste, que dites-vous à une personne qui hésite à se formaliser quand on sait que les charges fiscales et les autres contraintes administratives sont lourdes et ont un effet, on va dire, répulsif généralement? Alors déjà, merci de poser cette question, mais il faut d'entrée se vider une question. Le fait d'être formalisé n'est pas forcément synonyme d'être soumise à beaucoup de charges. Comme le fait de ne pas être formalisé ne veut pas dire que vous n'allez pas quand même subir des charges. Et c'est tout l'intérêt de la formalisation. Rester dans le secteur informel, on pourrait y trouver des avantages. Mais ces avantages sont vraiment moindres par rapport aux inconvénients que cela comporte. Donc, douter, hésiter à le faire, c'est comme si on acceptait de rester dans une zone d'inconfort qui finira finalement par détruire tout ce qu'on a bâti. Je m'explique. Lorsque vous restez dans l'informel, vous n'avez pas de statut de commerçant. D'accord. Vous n'avez ni de statut de commerçant, ni de statut de l'entrepreneur, ni rien. Vous n'avez pas de couverture juridique en clair. Ce qui fait que tout ce que vous faites, que ce soit en vendant, que ce soit en achetant, vous le faites et vous vous impliquez personnellement. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est vous qui serez recherché. Et l'exercice dans l'informel de certaines activités également comporte des sanctions au regard de la loi. Lorsque ces sanctions tomberont, il y a fort à parier que tout ce que vous avez bâti dans cet informel-là parte. C'est l'exemple palpable de la bonne dame qui ne fait que mettre de l'étalage et vend et qui n'a jamais payé de patente, ni de TVA, ni de rien, ni de rien. Mais le jour où elle se fera redresser, puisque vous parlez de fiscalité pour la première fois, elle risque de payer le chiffre d'affaires qu'elle n'a jamais eu à faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas de preuves Parce qu'elle n'aura pas de preuves acceptables en droit. Vous savez, lorsque vous créez une entreprise, vous avez des obligations comptables qui incombent à votre entreprise. Oui. Et c'est au regard de ces obligations comptables que ce que vous allez dire en tant que commerçant va avoir une valeur probante. Lorsque, par exemple, vous n'avez pas de registre, vous n'avez pas un cahier de vente, un cahier des achats, comment est-ce que vous pouvez prouver désormais, à l'autorité fiscale que non, je n'ai pas vendu autant, non, je n'ai pas fait tel chiffre d'affaires? À partir de ce moment, l'autorité lui va prendre en compte des données aléatoires pour vous imposer et vous appliquer des sanctions. Ce qui finalement peut faire que vous allez vous retrouver à payer ou bien à devoir payer une somme tellement importante de votre activité que son défaut vous obligera à fermer. Il y a donc des risques. Il est préférable de se formaliser, de créer une entité, comme vous venez de l'expliquer, pour être, on va dire, en sécurité soi-même. Mais une fois que l'entreprise est créée, les entrepreneurs ont tendance à penser que c'est terminé, ils n'ont plus d'obligations, je dirais pas forcément des obligations, mais qu'il n'y a plus rien à faire en ce qui concerne les aspects juridiques et ils négligent ces paramètres-là.
ce qui peut leur coûter cher également par la suite. J'aimerais que vous nous citiez 2 outils juridiques qui sont indispensables pour sécuriser son projet en dehors même de la création d'une entreprise. Quand vous créez une entreprise, tout de suite, vous êtes confronté à un certain nombre de risques. Il y en a 3 de majeurs. Il y a le risque fiscal, il y a le risque juridique et il y a le risque social. Ce qui fait que lorsque vous créez l'entreprise et que vous vous arrêtez à la création, un jour, vous pouvez être redressé sur ces 3 points. Fiscalité, déjà, si vous créez l'entreprise et que vous ne vous dotez pas de certaines obligations, vous ne répondez pas à certaines obligations comptables, telles que par exemple avoir des livres comptables à jour, paraphés par le tribunal, c'est un risque. Ne pas être déclaré en tant qu'employeur à la CNSS et donc pouvoir légitimement employer quelqu'un d'autre, c'est un risque qui peut vous revenir à la figure. Ne pas tenir à jour son registre de commerce, c'est un risque qui peut vous revenir. Tenir à jour son registre de commerce, c'est quoi? L'habitude, c'est quoi? C'est de dire, bon, je vais créer une société, je prends l'adresse de chez moi. Mais dès que l'activité a commencé, on va louer une boutique en ville ou un local en ville, et c'est là qu'on les espère. Mais on ne va pas actualiser le registre de commerce. Ce sont des risques qui peuvent vous revenir à la figure. Donc, quand vous finissez de créer l'entreprise, il y a des choses à faire et le mieux, c'est d'être conseillé pour savoir ce qu'il y a à faire. Revenons maintenant à votre question de savoir quels sont les outils qu'on peut, 2 outils pour sécuriser un projet. Oui, par exemple. Je parlerai rapidement des accords de confidentialité, NDA, Non-Disclosure Agreements, comme on les appelle en anglais, qui vous permettent de, certes on dit que les idées, ça ne se protège pas, mais lorsque par exemple vous avez fini de préparer un bon business plan et que vous voulez demander du crédit, bien solliciter un prêt auprès d'un organisme financier, ce n'est pas habituel, mais c'est toujours bien de faire accompagner ce document ou bien d'exiger avant la remise de ces documents la signature d'un accord de confidentialité. D'accord, même si c'est avec un particulier qu'on est en discussion. Même si c'est avec un particulier qu'on est en discussion. Un investisseur privé, par exemple. Un investisseur privé, par exemple. Ça vous, et selon les termes de cet accord, ça vous évite de voir ce projet repris par un particulier ou un partenaire qui a plus de moyens que vous, très rapidement exercer et vous évincer de votre projet. Et également, ça vous garantit que vous n'allez pas être abusé. Et dedans même, vous pouvez mettre des clauses pénales qui peuvent être une petite source de revenus pour vous. La clause pénale, c'est la clause qu'on met dans un contrat et qui vous permet, par exemple, de réclamer de l'argent directement à votre co-contractant lorsque celui-là n'aura pas respecté les dispositions de votre contrat. Donc, il y a ça. Et ensuite, ça, je parle aux entrepreneurs qui se mettent de plus en plus ensemble. On peut parler des pactes d'associés. Les pactes d'associés. En fait, lorsque vous créez votre société, vous avez des statuts qui régissent la société. C'est bien, mais généralement, les statuts ne font que reprendre les dispositions légales qui gouvernent la vie de toute société. Vous pouvez ensuite aller faire la rencontre d'un investisseur privé ou d'amis ou de frères qui veulent bien participer également à l'entreprise et qui apportent diverses choses. Ça peut être l'industrie, ça peut être du matériel, ça peut être de l'argent, du numéraire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, au moment où bruit existera, parce que si vous êtes des hommes et que vous êtes ensemble, forcément un jour vous allez vous. Bien sûr, les différents vont finir par naître. Peuvent survenir à tout moment. À tout moment, et surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Donc, comment est-ce qu'on a un accord qui nous évite, même lorsqu'il y a des difficultés, d'aller à l'éclatement de la société? D'accord. Donc, le pacte d'associés, si je comprends bien, c'est un peu comme un contrat de mariage entre les différentes personnes qui se mettent ensemble pour mettre en place un projet pour faire grandir une affaire, par exemple. Exactement. On va dire, au fait, merci de donner l'exemple du contrat de mariage. Donc, non-disclosure agreements, accord de confidentialité et pacte d'associés si vous êtes plusieurs dans votre entreprise. Aujourd'hui, une grande partie de l'activité économique transite par le web, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour cela qu'on entend beaucoup parler, en tout cas de plus en plus, du droit du numérique? Et qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, on entend effectivement parler de droit du numérique à cause des activités qui transitent par le web, mais beaucoup plus également à cause des infractions qui sont de plus en plus courantes via le web. Je vais citer une infraction très simple, harcèlement par exemple par net, par voie par voie d'internet. L'une des infractions qui a été très vite mise en valeur et qui a commencé par inviter le droit dans le numérique. Juste après cela, on peut évoquer également ce qu'on appelle les revenge porn, c'est-à-dire la violation de l'intimité, Le chantage qu'on voit en chantage, fait voilà, en ligne. qui ont tout de suite invité, au fait, le droit en ligne également pour dire non, si le droit est un espace virtuel, Si le web le est un... web est un espace virtuel, il répond au même principe au fait que D'accord. l'espace non virtualisé dans lequel nous vivons au jour le jour et qui doit avoir le droit qui régule ce qui se passe là-bas. Dans le même ordre d'idée, le commerce s'est invité en ligne et donc le droit l'a suivi parce que le droit suit généralement le commerce. Le droit, c'est ce qui confère sécurité, confiance, sérénité aux opérateurs économiques, à tout opérateur qui fait dans les affaires. Donc oui, c'est pourquoi on entend parler de plus en plus de droits du numérique à cause du commerce, mais aussi à cause des violations de certains principes et de certains droits de l'homme. Internet a longtemps été un terrain un peu sauvage, sans règles, ou en tout cas avec beaucoup de flexibilité de la part des autorités, dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Et au fil du temps, il y a eu le code du numérique dont chaque État se dote pour réguler justement les échanges sur le web, comme vous l'expliquiez. Mais les internautes ont du mal à rentrer, on va dire, dans cette nouvelle ère, cette ère qui est très réglementée sur Internet. Comment est-ce qu'on peut s'approprier tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un code, qu'il soit numérique ou non? On sait que les codes sont très volumineux et que personne ne les lit à part les spécialistes du droit. Comment est-ce qu'on peut s'approprier la substance de ce document-là pour ne pas tomber sous le coup de la loi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens font. Comment est-ce qu'on peut vulgariser ce code-là et le rendre accessible à tout le monde? Soit-on juriste ou avocat ou ce qu'on est, personne ne peut avoir la prétention de connaître toutes les dispositions du code du numérique, ni d'aucun code d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs il y a des initiatives publiques au niveau de tous les pays pour essayer de vulgariser la chose. C'est très, très visible en Occident. En Afrique, beaucoup de choses se font également. Et heureusement, en Afrique également, il y a un accompagnement du secteur privé. Chacun essaie de développer des solutions pour essayer, en tout cas, de faire prendre conscience à tout un chacun des risques sur l'espace Internet, mais également sur tout ce qui concerne un peu le code du numérique. Une initiative recommandable, c'est Liliane, l'application, qui est une application de conseil juridique que vous avez créé avec votre équipe. Voilà, que nous avons créé depuis 2018 et qui aujourd'hui est capable d'apporter quand même des réponses en matière de droit en général, 10 domaines et spécifiquement en matière de droit du numérique, peut répondre à des questions lorsque nous avons des préoccupations irrelatives. Alors, comment ça fonctionne? Ça s'appelle Liliane, c'est ça? C'est une application donc, disponible sur iOS et Android? Disponible sur Android. Disponible sur Android. Gratuitement téléchargeable. D'accord. Et ça fonctionne comment concrètement? Ça fonctionne exactement un peu comme OK Google ou Siri. Donc, on pose des questions. Vous posez des questions à l'aide d'un micro. Oui. Vous posez votre question et puis l'application vous répond en audio ou par texte. C'est une très belle initiative et je pense qu'elle sera utile pour bien des personnes. Mais même avec Liliane et avec toutes les autres initiatives qui existent, j'ai l'impression que les risques sont beaucoup plus grands en ligne que dans le monde physique, d'être en porte-à-faux avec la loi en raison de la liberté qu'on est habitué à prendre, n'est-ce pas, sur Internet, pensant être hors d'atteinte, ce qui n'est pas véritablement le cas. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de tous ces risques, justement, qu'il y a pour les entrepreneurs ou les e-commerçants. Quels sont les véritables pièges auxquels on s'expose tous les jours sans le savoir
et qu'il faudrait corriger dans nos habitudes? Alors, oui, effectivement, il faut parler de risque, mais il faut parler de risque, et vous avez évoqué le risque dès votre première phrase. C'est-à-dire, on a tendance qu'on est irrépérable. Oui, c'est une illusion qu'Internet a développée. Alors que la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus répérable même sur Internet que dans la vie réelle. C'est vrai. Parce qu'il suffit juste d'une adresse IP pour que tout ce que vous faites, on puisse savoir d'où est-ce que vous le faites. Donc, oui, les entrepreneurs se disent que je ne suis pas répérable. Récemment, le cas qui m'a été rapporté, c'est le cas d'une contrefaçon. Une personne qui reproduit le produit de l'autre et qui essaie de vendre, en prenant même les mêmes visuels qu'il fait, mais en changeant le nom et en se faisant passer pour cet entrepreneur et en livrant des clients. D'accord. Par WhatsApp, par Facebook. Et puis histoire me parle. Ouais, encore que celle-ci... parce que nous avons été victimes il y a quelques années d'un cas similaire. Et c'est vrai qu'Internet avait permis de retracer un peu les choses. Donc, heureusement, la personne a été retracée et on lui a demandé de mettre fin à son trouble. Ce qui nous ramène aux obligations auxquelles devraient répondre les e-commerçants. Ce n'est pas parce que j'ai mon forfait, je peux aller sur Internet, je peux créer mon profil, je peux créer ma page, que j'ai créé mon entreprise, que systématiquement j'ai le droit de vendre sur Internet. Il faut répondre à certaines obligations. Déjà, lorsque vous voulez proposer aux gens d'acheter chez vous, vous devez pouvoir dire à ces gens-là qui vous êtes, où est-ce qu'on vous trouve, si vous vendez et que ce que vous avez vendu n'est pas conforme, où est-ce qu'on peut retourner cela, dans quelles conditions on retourne cela. Et si vous collectez de la donnée de ces gens-là, comme par exemple nom, prénom, numéro de téléphone, vous devez informer une autorité qui existe au Bénin que vous allez faire ces collectes-là via Internet. Vous êtes en train, je pense, de briser le rêve de beaucoup de e-commerçants, ou en tout cas de tirer la sonnette d'alarme. Parce que si je comprends ce que vous dites, on ne peut pas, bien qu'ayant une entreprise légalement créée, on ne peut pas vendre en ligne, même sur Facebook ou WhatsApp, si l'on n'affiche pas ces conditions générales de vente. Et sinon, on n'affiche pas ces mentions légales. Mais où est-ce qu'on affiche des mentions légales ou des CGV, CGU, si on vend sur Facebook par exemple et qu'on n'est pas sur un site web dont on a la propriété soi-même? Alors, c'est la Rock Academy, donc je suis autorisé à partager des secrets. Bien sûr. Vous êtes là pour ça. Et j'ai un exemple qui remonte à 2012. J'aurais dû garder cela, mais on peut checker également sur Internet aujourd'hui. C'est Backup Service. Écrire des conditions générales ne veut pas forcément dire, ou écrire des mentions légales ne veut pas forcément dire avoir un site, ni être sur sa propre plateforme. Même dans un groupe WhatsApp, d'accord? Dans les messages épinglés, vous pouvez faire votre petite mention légale est affichée. Celui que vous ajoutez au groupe vient tout de suite. Je ne sais pas si c'est possible avec WhatsApp, mais c'est possible avec Telegram. Ou configurer un message automatique quand une personne arrive de bienvenue. Tout de suite, elle a accès. Qu'elle lise ou pas, ce n'est pas votre problème, mais vous devez vous dédouaner, c'est ça? Vous devez vous dédouaner et donc mettre cette personne en mesure quand même de savoir avec qui elle échange. Et il y a de plus en plus la pratique des WhatsApp Business où les gens mettent même des produits, des étalages, tout ça. Tout cela répond pratiquement aux logiques de sites e-commerce parce que vous avez une vitrine où vous pouvez exposer. Oui. Et si vous voulez avoir une vitrine où vous pouvez exposer, forcément vous devez communiquer et dire voici qui je suis. Si vos produits ne sont pas conformes, offrez des garanties. Et si je dois faire, par exemple, rembourser ou bien je dois retourner le produit que vous m'avez vendu, ça doit être sans frais ou si ça doit être avec frais, dis pourquoi. D'accord, donc tout doit être écrit noir sur blanc. Tout doit être écrit, c'est ce qu'on appelle les mentions légales pour les sites de e-commerce. Mais aussi, il faut faire la déclaration de ces collectes-là. Même si vous êtes un entrepreneur de vendeur de pain, pâtes, tontines et consorts, vous devez le faire. Et voilà encore une pratique
qui aujourd'hui est vraiment à la vogue, en vogue, pardon, et qui consiste à dire, voilà, venez acheter un pain, bon, bien, on a une tontine pour ramasser telle chose. Je voudrais attirer l'attention des rock académiciens tout de suite sur une chose. C'est illégal. Parce que quand vous faites ça, vous vous livrez à une activité de microfinance. À Parce que partir du vous moment où vous collectez collectez. de l'épargne D'accord. des autres. Donc même une tontine, Même une tontine répond à ce critère-là. Et s'il n'y a pas encore de répression, il faut craindre que la répression arrive très vite à partir du moment où beaucoup de jeunes gens utilisent ce canal-là pour arnaquer tout simplement les autres. Et s'il y a un cas d'arnaque, deux cas d'arnaque, trois cas d'arnaque, ou bien même que ce n'est pas du tout de l'arnaque organisée, mais qu'on récupère et qu'on n'arrive pas à respecter son engagement envers les autres, et qu'il y a une plainte, deux plaintes, trois plaintes, quatre plaintes, cinq plaintes, obligatoirement, forcément, le législateur va réfléchir à encadrer ce secteur-là. ouais. Et quand ça va venir, le premier encadrement qui viendra, ce serait vraiment pas la répression. Mais lorsqu'on est justement dans des activités en ligne et qu'il y a un problème qui survient ou qu'on se retrouve à avoir enfreint une loi, consciemment ou inconsciemment, qui peut nous défendre? Le droit du numérique, c'est quelque chose d'assez récent, n'est-ce pas? Dans nos pays en tout cas, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui qui sont à même d'aller défendre la cause d'un client qui serait poursuivi pour une raison X ou Y sur Internet? Alors, réponse en trois niveaux. Déjà, faut dire que le numérique est nouveau, donc c'est une nouvelle matière. Exactement, d'où les inquiétudes Que je manifeste. Mais il a commencé quand même par avoir des intérêts de spécialisation dans ce domaine-là. On a quelques personnes qui ont appris au Sénégal à faire du droit du numérique, même si l'environnement a évolué depuis le master à ce jour. Aujourd'hui, donc, les masters droit du numérique que je dirige avec l'université IGB Africa se sont donnés comme mission de former des premiers spécialistes de cette matière-là. Au Bénin. Au Bénin. D'accord. Au Bénin, dans la sous-région. D'accord. Au Bénin, dans la sous-région, parce qu'il y a des intérêts de la sous-région qui s'inscrivent pour nos masters, justement pour former des spécialistes de ce droit. Et heureusement, parce que quand vous avez dit défendre, il n'y a pas que la défense. Il faut déjà être conseillé. Ensuite, être défendu. Ensuite, être en face d'un juge suffisamment compétent pour connaître de la matière. Pour comprendre la matière. Parce que ça, c'est un autre aspect qui est assez délicat. Voilà. Donc, en matière de tout cela, de défense, de compréhension de l'infraction, heureusement pour nous, heureusement pour le Bénin, qui devient une plateforme de spécialisation en numérique et en droit du numérique, il y a des avocats, des huissiers, des magistrats qui s'intéressent à cette formation-là et qui s'inscrivent et qui se forment de plus en plus au droit numérique, au droit du numérique. Il y en a qui le font localement avec nous et il y en a qui essaient quand même de trouver la compétence ailleurs et d'être prêts pour relever ces nouveaux défis liés au numérique. À côté, pour le conseil, aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que je dirige un cabinet qui est totalement qui s'est spécialisé totalement dans le droit du numérique et qui est capable d'accompagner même les structures dans on va dire, leur projet de développement digital et de transformation digitale. Qu'il s'agisse du droit du numérique ou du droit dans le monde que vous avez appelé tout à l'heure non virtualisé, c'est-à-dire le monde conventionnel, se faire conseiller, ça a un coût, n'est-ce pas? Et l'on sait que les entrepreneurs, surtout au départ, ont des budgets extrêmement serrés. Comment est-ce que je m'y prends pour me faire conseiller lorsque je n'ai pas de budget pour cela ou lorsque j'ai même peut-être uniquement l'appréhension dès le départ que c'est quelque chose qui va me revenir cher? Parce que ça, c'est une problématique réelle. On peut vouloir être conseillé et ne pas avoir la capacité de. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a la question du coût qui est récurrente. Ce qu'on comprend. La chance aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup également de start-up de droit.
D'accord. de Legal Tech Ok. ou de start-up tenues, ou bien carrément de boîtes de conseil tenues par des jeunes qui sont tout autant entrepreneurs que les entrepreneurs qui vont conseiller. Ce qui a conduit à une certaine reconfiguration des coûts des services juridiques. Vous comprenez un peu la logique? Oui, oui, bien sûr. Finalement, ce qu'on peut estimer être hyper cher n'est plus vraiment cher. Donc, c'est des a priori qu'on a. C'est des a priori qu'on a. Et quelque chose qui est ainsi important, c'est de savoir que parfois on a l'impression qu'une ressource ne coûte cher, mais son absence et les sanctions que ça peut nous entraîner coûtent 10 000 fois plus cher que l'avoir. Quels sont les prérequis qu'il faut avoir tout de suite en tant qu'entrepreneur du point de vue juridique? Vous devez être déclaré auprès de la CNSS, vous devez avoir un régime juridique, un régime fiscal connu et choisi, vous devez faire votre premier contrat de travail que vous allez enregistrer à la CNSS, vous allez signer un contrat de bail avec votre locataire. Je vais m'arrêter là pour vous dire que, par exemple, là, si vous êtes un commerçant, un entrepreneur, que vous signez un bail, vous avez un régime très protecteur qui a été dessiné par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qu'on appelle OHADA. Mais si vous n'êtes pas conseiller, on va vous donner un bail d'habitation. On va vous donner un bail et au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, un propriétaire viendra hurler sur vous. Alors que si vous avez la protection et le conseil qu'il faut, vous saurez que la protection juridique est de votre côté et qu'on n'expulse pas d'un bail commercial comme on expulse d'un bail d'habitation, à usage d'habitation. Donc, voilà par exemple un petit intérêt que vous pouvez gagner sur des conseils de personnes qui ont été formées pour ça. Maintenant, dites-moi, je viens de vous citer à peine 4 ou 5 outils qui sont indispensables au démarrage d'un truc. Dans une logique de mutualisation, de miniaturisation des coûts, vous pouvez toujours avoir des conseillers qui vont vous accompagner à moins de coûts. Et quel qu'en soit le coût, vous pouvez vous entendre pour répartir ça de façon mensuelle, de sorte que finalement, vous n'avez pas à payer grand-chose. Maintenant, quand vous commencez, que vous avez par exemple un contrat de travail, une question qui est très fréquente, une préoccupation très fréquente au Bénin, c'est les ressources humaines. C'est pas qu'au Bénin, je pense qu'en en tout cas en Afrique francophone. Exactement. Vous n'allez pas faire 6 mois avant de connaître votre premier cas social où un employé s'en va. C'est vrai, c'est très fréquent. Vous n'allez pas faire 6 mois. Mais quand ça arrive, comment vous vous débrouillez devant la direction de la main-d'œuvre? Est-ce que vous êtes déjà accompagné? Vous avez déjà vécu ça une fois? Non. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Non. Si vous n'êtes pas accompagné, vous ne saurez pas. Vous avez rappelé tout à l'heure, et ça fait 2, des cas de contrefaçon. Vous avez sorti une idée géniale. Je viens de retrouver en ligne une entreprise béninoise, mais hyper innovante à mon goût. Dès que je l'ai aperçu, j'ai aperçu leur publication. Ce qui m'a été inspiré de faire, c'est de rentrer dans leur DM et de leur dire comment vous allez, j'aimerais bien vous accompagner sur ce que vous faites. Donc, quand vous créez votre entreprise, à défaut d'aller vers des conseils privés, vous avez la chance de vous affilier à des centres de gestion agréés. Ça vous offre même des possibilités de rabattement fiscal. Dans les 2-3 premières années, vous êtes incubé au sein de ces entreprises-là, où il y a des personnes qualifiées pour vous donner des conseils sur vos premiers pas. Ça aussi, on oublie ça, on ne le dit pas souvent. Vous ne cherchez pas ça à 1000 endroits, vous finissez de créer, demandez à n'importe quel personnel du griffe comment je fais pour aller à un centre de gestion agréé, on vous y amène. Donc il y a cette possibilité. Mais lorsque vous laissez tomber cette possibilité, parce que même les centres ne peuvent pas aller dans certains paramètres de votre business. Donc vous pouvez avoir des cabinets qui ne sont pas que des cabinets de conseil juridique. Mais ce sont des cabinets en fait de management d'entreprise.
Donc de façon transversale, De il faut façon vous accompagner sur transversale, à différents aspects. 360 degrés pour vous accompagner sur divers aspects. Et si vous ne trouvez qu'un bon cabinet de conseil juridique, le juridique a ces trucs de particulier que pour bien faire son juridique, il est obligé d'avoir une vue transversale de vos activités. Et en ayant cette vue transversale de vos activités, il est capable de vous conseiller sur chaque risque ou chaque défaillance qu'il remarque au moment de son tour d'horizon de vos activités. Donc, il y a tout intérêt à se faire accompagner. Dernière solution. Il faut toujours se faire accompagner. On a parlé de Liliane. Oui. Liliane également, aujourd'hui, est une grande ressource pour les entrepreneurs parce que lorsque vous créez votre entreprise, même avant de créer votre entreprise, vous pouvez lui demander quelles sont les pièces à fournir. Quand vous créez, vous pouvez lui demander quelles sont les étapes qui viennent après. Elle peut vous dire cela. Mais si vous voulez un peu plus de chaleur humaine et avoir vraiment Quelque chose de très adapté à votre adapté, cas aussi. Voilà, de sur-mesure, passez voir des cabinets de conseil. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même sur la place. Et voilà. L'information, c'est le pouvoir. Et vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas qu'il faut rédiger un pacte d'associés pour encadrer les relations que vous entretenez avec vos partenaires, vos associés, justement. Vous ne pourrez plus dire non plus que vous ne saviez pas qu'un accord de confidentialité est conseillé, et fortement conseillé d'ailleurs, lorsque vous allez présenter votre projet à un investisseur ou à une banque, pour être sûr que rien ne filtre. Vous ne direz plus que vous ne saviez pas que sur votre page Facebook ou sur votre compte WhatsApp, qui est un compte WhatsApp peut-être business, il faut faire apparaître les mentions légales. Voilà autant d'informations que vous devriez prendre au sérieux et chercher à vous mettre en règle, comme on dit, pour le bonheur de votre activité et donc de l'Afrique, puisque le succès de chaque entreprise contribue au développement du continent. Faites-vous conseiller par des professionnels. Et très bientôt, en plus de toutes les solutions dont nous a parlé M. Adjessa, vous aurez également la possibilité de suivre en ligne sur notre plateforme, celle de la Rock Academy donc, une formation au cours de l'année 2021 qui n'est rien d'autre que ce qu'on peut appeler une boîte juridique qui viendra donc en secours pour les entrepreneurs et qui leur permettra de trouver des solutions à un certain nombre d'aspects, parmi lesquels certains points que nous avons évoqués aujourd'hui. Monsieur Adjessa, merci de nous avoir apporté vos lumières sur ces questions ô combien importantes. Votre mot de fin? Merci à vous de m'avoir invité sur ce talk. Je suis content. Et comme vous l'annonciez tout à l'heure, j'espère que les entrepreneurs seront nombreux à participer à cette formation de Rock Academy, où vraiment nous allons aller beaucoup plus en profondeur de tout ce que nous avons dit ici, et ils auront vraiment à gagner à y être. Dernière chose, le juridique, c'est pas que le complexe, c'est pas que la difficulté. Aujourd'hui, nous pensons le juridique comme on pense les solutions. Donc, ayez le réflexe juridique si vous ne voulez pas que vos efforts ne soient pas couronnés de succès. Merci pour ce rappel. Ayez le réflexe juridique en tout temps et en tout lieu. Pour bénéficier de nos nombreux contenus instructifs et ludiques, n'oubliez pas de nous suivre en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et de créer un compte gratuit sur notre site www.academyrock.com. Monsieur Alao, vous êtes désormais un ambassadeur de la Rock Academy. Quel honneur! Et j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Woodin, ainsi beaucoup. que cette casquette rock. Que j'enfile tout de suite. Soyez rock! Voilà, là vous êtes rock à 200%. En attendant qu'on se retrouve pour un prochain numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons. Soyons rock!